Voilà, salut à tous. Donc, on commence un peu plus tard que prévu, mais donc on est là pour la troisième partie de mon cinéma de février. Donc pendant les deux premières parties, j'avais d'abord parlé d'une série de films, je vais rapidement les reciter, qui sont ici. Donc il y a 100 lendemains, La fureur de vaincre, Big Boss, Showgirls, Macbeth, The Meaning of Life, Le livre d'images, Le jardin discret de la bourgeoisie, Naissance des pieuvres, Divine, Nashville, La splendeur d'Amberson, Les vacances de Monsieur Hulot et Lancelot du lac. Ensuite, on a fait Bullet Train, Wakanda Forever, Un long dimanche de fiançailles, The Driver, Memento, John Wick 2, Secret Agent, Cloverfield, Heat, Sabotage et Batman. Et tant que je suis là, j'en profite pour faire une petite précision, parce que j'avais dit que je parlais de Secret Agent et Sabotage. Et en fait, j'étais un peu perturbé l'autre jour parce que je ne me souvenais plus trop. Pour moi, ils étaient un peu fusionnés en un film. Et bah, c'est parce que je suis bête. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est un seul et même film. Là, enfin, c'est-à-dire non, ça c'est un autre film qui s'appelle Secret Agent. Mais ce n'est pas ce film-là, c'est un autre film. Et en fait, il me semble avoir vu les deux. Et j'en ai vu en réalité que Sabotage. Donc Secret Agent, je le verrai peut-être un autre moment. Mais donc tout ce que j'ai pu dire là-dessus, ça compte pas. Hein, voilà. Voilà. C'est une erreur de ma part, simplement. Donc, on va parler aujourd'hui de Candyman, The Invisible Man, VHS 1 et 2, Planète Terreur, Saw 3, Mortal Kombat, Haute Tension, Cobra Woman et Event Horizon. Petite précision, tant que j'y pense. Non, c'est pas une précision, c'est surtout une information. Je l'ai déjà dit, mais je serai présent cette année au festival. Comment il s'appelle ce festival? Le festival BIF, donc le Brussels International Fantastic Film Festival. Et bon, j'ai pas encore choisi les films que je vais voir, mais peut-être qu'on pourrait éventuellement passer en revue un peu le catalogue, en tout cas les trucs intéressants. Il y aura notamment le prochain film de Makoto Shinkai qui va être en avant-première européenne au festival. Donc c'est l'auteur de Your Name notamment, le plus connu de ses films, ou alors Children of Time, Les Enfants du Temps, qui sont deux films assez incroyables. Euh, Particulièrement Your Name qui a marqué tout le monde, hein, clairement. Et donc Suzume no Tojimari, son prochain film, son nouveau film, sort en avant-première du coup, au BIF. Je pense pas que j'irai voir l'avant-première en ce qui me concerne, mais voilà, ça vaut sûrement la peine. Donc c'est du 11 au 23 avril, c'est un festival qui est consacré aux films fantastiques au sens large et tout ce qui est assimilé en réalité. Donc le cinéma de genre hein, en réalité. Et il y a toujours une super ambiance, c'est très intéressant. Il y a des compétitions, il y a des trucs à faire sur le côté et tout. Donc moi je vous conseille d'aller voir le site, ça vaut vraiment la peine. Voilà, voilà, donc je comptais vous en parler. Et si jamais vous voulez m'y croiser, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé et on s'arrange, évidemment. Cela étant dit, alors, on va commencer. Donc, ici, Candyman. On va commencer par Candyman. Voilà, tout simplement. Donc Candyman, c'est un film qui a été réalisé par Bernard Rose. J'avais déjà parlé du dernier Candyman, qui est donc le quatrième ou cinquième, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qui reprend la numérotation à zéro. Hein. Il s'appelle juste Candyman, comme c'est la grosse mode dans les slashers, notamment une fois qu'on atteint trop de... Et dans les films d'exploitation, quand la numérotation devient trop importante, c'est une pratique courante. Alors, de quoi il parle? J'ai pris le résumé directement parce que je trouve que c'est plus simple. Donc, le résumé, je pense qu'il vient de Wikipédia. Helen Lyle, pardon, est étudiante à l'université d'Illinois à Chicago et mariée à un professeur, Trevor. Avec son amie Bernadette, elle rédige une thèse sur les légendes urbaines et les croyances populaires. Au cours de ses investigations, elle est interpellée par une histoire récurrente, celle du mythique Candyman, qui terrorise les habitants du quartier défavorisé de Cabrini Green depuis des décennies, assassinant des femmes et des enfants principalement. Hélène, sentant qu'elle tient là l'occasion rêvée de pimenter son travail, convainc Bernadette d'aller enquêter sur les lieux mêmes des crimes dans la cité sordide de Cabrini Green, un ghetto noir livré aux gangs et à la misère. Voilà, donc Candyman, c'est une série de films
qui donc parle de ce sujet-là, hein, donc ce tueur fantastique qui apparaît quand on prononce un certain nombre de fois son nom en se regardant dans la glace. Et ce que je trouvais intéressant de dire, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé quand j'avais parlé du dernier Candyman, c'est qu'en fait, il est énormément critiqué, le dernier, sur le fait que c'est ce qu'on appelle de l'elevated horror, donc de l'horreur qui dénonce de façon très très littérale un sujet de société, et que c'est un peu une facilité cinématographique, alors que les grands films d'horreur n'ont pas besoin de ça en fait pour dire des choses intéressantes, y compris sur des sujets de société. Et ben, typiquement, on a reproché ça à ce Candyman, au dernier Candyman, en se basant sur la série de films dont il provient. Et c'est assez faux en réalité, parce que pour avoir vu les deux, c'est très similaire en fait. C'est vraiment très très similaire, c'est-à-dire que on retrouve les mêmes personnages, forcément, enfin forcément, c'est pas toujours une évidence, mais voilà. On retrouve le même propos, donc comme je l'ai dit ici, il y a cette banlieue pourrie à Cabrini Green, donc une banlieue noire hein, qui est clairement ségrégationnée, hein, et avec ce sujet de la misère et aussi du mépris raciste hein, qui revient régulièrement. Et ben voilà, le film en parle, et il en parle de façon tout aussi littérale que le nouveau film, que le dernier film en date. Donc je trouve que c'est un peu une fausseté que de dire ça à propos du dernier en tout cas. En ce qui concerne le reste, moi ce que je notais intéressant, c'est il y a vraiment une mise en scène excessive que même je pourrais qualifier de baroque en fait, parce que ça va dans tous les sens. Il y a de la musique et des effets visuels, notamment allez, comment dire, des montages qui en envoient plein la vue et d'une façon très très excessive. D'ailleurs, le final en fait du film, c'est un que je ne vais pas révéler quand même, pas déconner, mais en fait il est grotesque quoi. Donc il y a vraiment cette idée de l'hyperbole, du baroque, du grotesque, ce qui fait un film très très premier degré, très très sincère, et ça donne aussi un côté très décalé et une identité propre quoi. Moi je trouve que c'est un film qui a son identité. On pourrait parfois, peut-être ce qu'on pourrait reprocher à cet univers, c'est de vouloir en faire un peu trop. Et notamment ici, on voit l'abeille sur l'œil. L'abeille, c'est un motif récurrent, c'est-à-dire que Candyman, il est un peu, il contrôle les abeilles, ou il est fait d'abeilles, ou c'est pas très clair. Et j'arrive pas à voir le lien avec l'intrigue. C'était quelque chose que moi, j'ai pas capté, j'ai pas correctement, voilà, interprété. Mais donc voilà, il y a vraiment des éléments comme ça où on sent qu'ils veulent faire un truc iconique et un peu trop peut-être. Voilà, voilà. Mais c'est un film plutôt impressionnant à plusieurs points de vue. Moi, je trouve qu'il vaut la peine d'être vu. Salut Lise. Re. Donc voilà, ça c'était Candyman. Alors, on va passer à The Invisible Man. Ça, c'est un film qui a été réalisé par, j'ai toujours du mal à dire son nom, c'est Lee, je sais pas comment ça se prononce, Whannell, qui est donc un proche collaborateur du réalisateur à l'origine notamment de la série Saw. Et là, je me rends compte que, évidemment, il suffit que j'essaie d'y penser pour ne plus l'avoir en tête et pour être perdu. Oh là là. Oh, forcément, forcément. James Wan, voilà. James Wan. D'ailleurs, Lee Whannell est co-créateur du court-métrage qui est à l'origine de la série Saw. Donc, c'est aussi un acteur des Saw. C'est en fait un très proche, c'est un ami de James Wan, qui lui a été très connu. Hein. Il a fait plusieurs séries de films à succès, notamment les dossiers Warren.
et d'autres choses comme ça, et forcément les sauts. Alors que Lee Whannell a une carrière un peu plus en dents de scie, plutôt centrée sur l'acting, mais il a commencé depuis quelques années à réaliser ses propres films, et surtout à réaliser des films qu'on pourrait qualifier entre guillemets de films d'auteur, dans la mesure où on peut voir des thématiques communes, on peut voir un peu une volonté commune. C'est-à-dire que c'est des films d'horreur, donc j'avais déjà parlé enfin, pardon, dans mes films de janvier, d'un film qui s'appelle Upgrade, et c'est du même réalisateur, et ici Invisible Man. Le point commun entre les deux films, c'est de un, ce sont des films d'horreur, en tout cas des films d'angoisse, disons, et de deux, ce sont des films qui prennent qui prennent pour sujet, pour source de l'horreur ou de l'angoisse, le progrès technique en réalité. C'est-à-dire que dans Upgrade, c'est une espèce d'IA qui est extrêmement puissante et qui en fait prend le pas sur l'humain. Et dans Invisible Man, c'est une combinaison qui rend invisible. Et en fait, dans les deux cas, en plus, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce sont des hommes puissants qui utilisent et abusent de cette technologie pour faire des choses honteuses. Et ici, dans Invisible Man, en réalité, comment le film commence? Ben, il commence sur cette femme qu'on voit ici, incarnée par Elizabeth Moss, qui est très très connue pour son rôle notamment dans... Merde. Oh là là, c'est terrible, hein, aujourd'hui ça ne va plus. En plus, j'avais tout en tête avant. La Servante écarlate, voilà, je dis des bêtises. Donc la Servante écarlate, et ici en fait elle joue le rôle d'une femme battue, je pense qu'on peut le dire. C'est jamais dit clairement qu'elle est battue, mais en tout cas une femme largement abusée par son mec, qui est un homme riche et puissant. Et un jour elle en a ras le cul concrètement, elle décide de partir, et elle lui échappe entre guillemets in extremis. Donc elle va se réfugier chez des amis. Et là, elle apprend que son mari, avec qui il n'est pas encore divorcé, est décédé. Comme il est décédé, ben, en fait, l'avocat de son mari la convoque pour la lecture du testament. Il est bon de préciser que l'avocat en question est le frère ben, du mari. Et il lui annonce qu'elle a hérité enfin, qu'il lui a donné en héritage une grosse partie de sa fortune et de ses avoirs, quoi, en gros. Et elle va en profiter enfin, elle va s'en servir pour remercier ben, ses amis qui l'ont aidé, qui l'ont protégé, notamment la fille de l'ami qui l'héberge. Sauf que elle commence à avoir des crises d'angoisse de plus en plus fortes parce qu'elle a l'impression qu'il y a une présence auprès d'elle en permanence. Et elle n'arrive pas à expliquer cette présence. Elle est convaincue en fait qu'il est toujours là et qu'il la tourmente en fait, donc son mari. Voilà, c'est l'idée générale du film. Et ce qui est intéressant avec ce film aussi, c'est que justement, bah, il s'appelle The Invisible Man, donc il y a aucun suspense là-dessus, hein. On sait ce qui se passe, on devine presque tout dès le début. Et donc ça veut dire aussi que ça oriente notre regard de spectateur, quoi. Ça veut dire que ce qu'on regarde, c'est pas, on n'est pas dans l'incompréhension, on est plutôt dans l'observation de l'angoisse et de la situation, quoi. Et on avait quelque chose de très similaire dans Upgrade, dans la mesure où finalement, ben, dans Upgrade, on comprend très bien ce qui se passe tout le temps, il y a pas de gros doute. Il y a un petit plot twist vers la fin du film, mais on nous explique très rapidement en fait l'élément qui est donc cette IA. Donc le personnage qui se fait greffer une moelle épinière, enfin une moelle épinière, une colonne vertébrale ou en tout cas un exosquelette qui lui permet de corriger sa colonne vertébrale parce il a été blessé gravement. Et en fait, elle fonctionne grâce à un système d'IA qui lui parle en fait et qui l'aide en fait à trouver le meurtrier de sa femme. Mais ça on le sait très très vite et on voit très très vite en fait que cette IA le pousse à l'excès et le met en danger quoi finalement. Et mais dans les deux cas voilà donc on observe les conséquences plutôt que l'horreur en elle-même quoi.
Donc je trouve que c'est intéressant de noter qu'il y a une cohérence stylistique chez lui, chez Lee Wanell. Et moi je suis assez curieux de voir où ça va aller. Après, personnellement, je suis pas hyper fan de l'interprétation d'Elizabeth Moss, qui est une actrice que j'aime pas énormément, à vrai dire. Euh, bon, il y a des raisons qui sont de l'ordre du fait que la personne, voilà, la personne de Elizabeth Moss a des problèmes, on va dire, des problèmes de secte. Mais c'est surtout, à la limite au-delà de ça, c'est surtout le fait qu'en tant qu'actrice, elle est assez monocorde, hein. Elle se cantonne dans un rôle, pour le moment en tout cas, ou on la cantonne dans un rôle plutôt de femme, de femme blessée, de femme abusée. Et elle en fait pas grand-chose de plus elle-même, quoi. Donc moi, ça ne me convainc pas énormément, mais la faute n'incombe pas entièrement à l'actrice, elle incombe aussi, du coup, à la direction d'acteur, pour le coup. N'empêche que voilà, il y a des idées, il y a une direction, ça va quelque part, et je suis assez curieux de voir la suite de sa carrière de réalisateur, quoi. Je reprends un petit peu le chat devant moi. Ok. VHS. VHS 1 et 2, ben, je vais parler directement des deux, hein, du coup. Je vérifie juste si... Non, ok, ça va, j'ai pas trop fait de bêtises. VHS 1 et 2. Donc c'est une série de films, les VHS. Il y en a, pour le moment, je pense qu'il y en a 4-5 facilement. Et il y en aura sans doute d'autres. En fait, ce sont ce qu'on appelle en français souvent des films à sketch. Donc, c'est-à-dire des films qui sont en fait composés de plusieurs segments qui sont réalisés par des personnes différentes. Ici, en fait, il y a un fonctionnement commun qui est que dans chaque VHS, il y a une trame principale. Dans cette trame principale, des personnages vont être amenés à découvrir une collection en fait de films et ils vont les regarder. Et dans chaque film, il se passe des trucs terribles. Et c'est impossible de savoir si c'est du réel ou si c'est du faux. Et en fait, dans cette trame principale, il va y avoir un élément fantastique à un moment donné. Ou en tout cas un élément d'incertitude. Et voilà, c'est l'idée. Et donc dans chaque film qu'ils regardent, c'est vraiment des courts-métrages, quoi. Ben, il y a à chaque fois, du coup, des éléments fantastiques aussi, hein. Donc c'est le thème commun, c'est le fantastique. Et alors l'autre thème commun, c'est il y a une volonté de rendre un aspect réaliste. Donc notamment, le procédé principal, c'est le found footage. C'est-à-dire que, j'en ai parlé lundi, lors du précédent stream. Il y a par exemple Cloverfield, c'est un found footage. On a aussi Blair Witch Project, etc. Donc c'est des films en fait qui se font passer pour des films qui ont été trouvés, qui ont été filmés en amateur en réalité, et qui donc sont les témoins d'événements réels qui se sont produits. C'est un peu c'est un peu, c'est un peu l'équivalent peut-être pas des romans épistolaires, mais en tout cas de ces. Par exemple, on a dans Frankenstein, il commence comme ça, hein. C'est un livre qui commence par quelqu'un qui découvre un journal qui est le journal de Frankenstein, qui va être lu. Donc, ce sont des récits insérés comme ça. Ou alors même, surtout peut-être une encore plus grosse influence, c'est Charles Dickens qui a souvent fait des recueils de nouvelles qui sont liés aussi par un élément commun, donc par une narration, une trame principale, qui donne en fait lieu à, à à des récits qui font peur notamment, hein. Voilà, voilà. Et donc VHS, moi j'aime beaucoup. Je vais pas parler de tous les sketchs de chaque film parce que ça prendra un certain temps, mais je vais quand même te détailler rapidement parce que j'ai pris des notes pour ça. Alors, duquel je peux parler? Peut-être que je peux commencer déjà par par le tout premier du premier VHS. Donc je parle pas de la trame principale, hein. Je parle du premier court métrage. C'est Amateur Night, réalisé par David Bruckner. Lors d'une soirée, trois amis avides de sexe vont faire la connaissance de deux jeunes femmes. Ils arrivent à les amener dans une chambre d'hôtel. Seulement, l'une d'elles est en réalité une espèce de créature
mi-vampire, mi-chat qui ne va pas se laisser entraîner dans leur jeu sexuel. Donc voilà, résumé très très rapide. Très très glauque la façon dont il est présenté. Mais donc en fait ça intéresse, c'est un court métrage que j'ai bien aimé aussi pour la créature, en l'occurrence, cette créature mi-vampire, mi-chat qui en fait il rencontre tout à fait par hasard pendant une soirée et qui a un côté très très inquiétant, notamment grâce au jeu d'acteur qui est plutôt réussi. Et c'est un exemple voilà, du type de cassette qu'on voit dans VHS, quoi. Peut-être ce qui peut être noté aussi. euh, alors, bon, ça c'est pas très. Si, je peux le citer quand même. Le deuxième de VHS, il est réalisé par Ty West, dont j'ai déjà parlé, parce que c'est le réalisateur du film X et du film Pearl. Euh, un réalisateur qui est déjà en train d'écrire, enfin même de réaliser, je pense, le troisième opus de cette trilogie. Donc, un jeune couple réalise un road trip à travers les États-Unis. Ils ne savent pas qu'ils sont suivis par une étrange jeune femme quasi fantomatique. Elle va s'introduire plusieurs fois dans leur chambre d'hôtel et faire des actions aussi inutiles qu'absurdes. Elle trempe une brosse à dents dans la cuvette des toilettes, vole de l'argent dans le portefeuille de l'homme, enlève la couverture du couple durant la nuit. Donc voilà, il y a tout un jeu comme ça. Et je vais pas trop continuer à parler des courts-métrages parce que, comme je dis, il y en a quand même quelques-uns. Je regarde juste, il y a le dernier qui est sympa aussi. Mais je vais pas trop en parler non plus. Mais donc voilà, moi j'aime beaucoup le principe en fait des VHS. Je trouve que c'est des films très intéressants et c'est l'occasion de tester des trucs. C'est pour ça d'ailleurs que je vais quand même citer le. Je vais parler très rapidement du 2 parce il y a un peu une différence de ton entre le 1 et le 2. Le 2 notamment prend plus de liberté. Alors que le 1, il y a une grosse. On sent il y a un souci de cohérence au niveau des récits. Tout. Le 2, il part un peu plus dans l'expérimentation. C'est des films de festival, hein, vraiment. Donc c'est conçu pour être présenté à des festivals comme par exemple le BIF, qui d'ailleurs le BIF a accueilli, je pense, les différents épisodes de VHS. Et donc c'est l'occasion en fait de présenter devant des salles de fans tout un tas de petits courts-métrages reliés entre eux, quoi. Donc c'est plutôt bien foutu. Et du coup, je vais vous retrouver le résumé que j'avais pris du 2. Voilà, donc dans le 2, il y en a un que je voulais citer au moins. C'était. Non, pas celui-là. Celui-là, il est très très nul. Voilà, il y en a un, il s'appelle en VO Safe Haven. Donc il y a une équipe de films avec un intervieweur, une productrice, un caméraman, etc. Infiltre un culte en Indonésie qui s'appelle les Portes du Paradis, dans l'espoir de pouvoir filmer un documentaire sur leurs activités mystérieuses avec de très nombreuses caméras, à la fois montrées et d'autres cachées. Donc ils sont invités au sein du culte, qui voilà. Donc ce qui est un très intéressant en fait là-dedans, parce que je vais pas trop détailler, mais en fait ce qui est très intéressant, c'est que déjà la plupart du film, enfin du court métrage, est en indonésien. Et dans la version du film que j'ai, mais je pense que c'est aussi le cas dans la version projetée traditionnellement, en fait, on comprend rien. On comprend rien, il n'y a pas de sous-titres ni rien. Il y a très très peu de moments où on a des indications de ce qui se passe réellement, sauf de temps en temps les membres de l'équipe de tournage qui parlent entre eux. Mais sinon, en fait, on n'a pas beaucoup d'indices de ce qui se passe, beaucoup de ce qui se passe. Donc, tout se passe par le visuel, par les interactions, etc. Et peu à peu, ça part dans une espèce de folie, avec un élément fantastique de plus en plus puissant, et notamment des images, notamment vers la fin, des images qui sont vraiment terrifiantes. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé très très impressionnant et que j'ai beaucoup aimé. C'est un court métrage qui a été notamment réalisé par Gareth Evans, qui est un réalisateur qui a fait deux trois trucs sympas. Genre, il est connu pour les films, d'avoir été chorégraphe d'action pour The Raid 1 et 2, des choses comme ça. Euh, et franchement, c'était très impressionnant et plutôt sympa, quoi.
Ok, bah je vais pas beaucoup continuer. Je regarde quand même s'il n'y a pas dans le 2 encore un ou deux que je veux citer. Ah, il y en a un qui est peut-être un peu marrant. Il y en a un qui s'appelle A Ride in the Park, où en fait il y a un cycliste en gros qui a une caméra sur son casque, qui part en randonnée dans un parc. Et en fait, il se fait attaquer par des zombies, en gros. Il se fait attaquer par des zombies et en fait lui-même va devenir un zombie et il va aussi du coup continuer à filmer en étant zombie. Donc voilà, il y a un petit truc aussi ici là de mise en scène qui est plutôt intéressant. Et en fait tous les films ont un petit intérêt de mise en scène, une petite idée quoi. Donc c'est sympa aussi, c'est un petit laboratoire vraiment sympathique quoi. Alors, Planète Terror, je vais pas en parler en long, en large et en travers parce que c'est un film sur lequel il doit y avoir des kilotonnes déjà de, de vidéos, de contenu. Donc simplement, ce que je peux dire, c'est que je l'avais déjà vu. Donc ici, je l'ai surtout revu pour le montrer à de la famille, simplement. Et c'est un film, en fait, qui est un film, un hommage, un énorme hommage, un film méta sur les films d'exploitation, notamment sur le format de film qu'on appelle Grindhouse, et qui est un format qui n'existe pas chez nous du tout. Hein, donc, mais c'est, ce que je dis, c'est assez connu, donc je vais pas trop m'étendre. Mais ce film-là, d'ailleurs, Planète Terror, était présenté aux États-Unis avec un autre film qui est, si je me trompe pas, Boulevard de la mort de Quentin Tarantino. Et ce sont deux films qui sont très dans l'hommage et dans la citation. C'est bourré de références, en particulier Planète Terror, c'est bourré de références. C'est réalisé par Robert Rodriguez, qui est connu pour avoir fait les Machete notamment. Il a aussi fait récemment Alita Battle Angel, par exemple. Rien à voir, hein. Mais et je pense qu'il a fait un Spy Kids. Mais c'est spécial, hein. Robert Rodriguez, c'est assez particulier. Donc voilà. Et alors, comment décrire le scénario de Planète Terror? Ça n'a pas de sens en fait de décrire le scénario de Planète Terror. C'est un film à propos d'une invasion zombie. Et donc il y a une petite ville qui va être soumise à ça. Et une série de personnages qui vont subir ça. Donc ici on a Michel Rodriguez qui est bien montré. Mais on a une galerie de personnages tous plus barges les uns que les autres. On a notamment Kurt Russell qui joue un rôle. On a même Quentin Tarantino qui fait une apparition. On a Tom Savini qui est très connu dans le milieu par les fans pour être un des grands noms du maquillage, notamment d'horreur. Je pense que c'est lui qui a fait les premiers maquillages pour Romero, il me semble. Je dis peut-être complètement des conneries, hein. N'hésitez pas à me taper dessus si j'ai des conneries, mais il me semble bien que c'est ça, entre autres choses. Et alors, il y a plein de références de ce style partout, dans tous les sens, sans arrêt. Là aussi, on est complètement devant un film de festival. Le but, c'est d'être devant et de faire le fameux mème avec, euh, avec Leonardo DiCaprio et son verre et le. Comme ça, hein. Donc, c'est un film complètement méta, complètement assumé à ce niveau-là. Et on pourrait passer des heures à l'analyser plan par plan. Peut-être ce qui est un petit peu lourdingue, c'est que justement, c'est que ça, quoi. C'est que ça tout le temps, et c'est très très appuyé. Et, euh, et en soi, c'est rigolo, hein, mais quand on a vu 15 000 films comme ça peut commencer à lasser un peu, quoi. Mais moi, je le recommande franchement, c'est un film intéressant à voir. Aussi bien pour la façon dont il est mis en scène, parce qu'il y a plein de, c'est très parodique, il y a plein de choses, notamment tout le film est plongé dans un espèce de grain filmique dégueulasse, et donc très VHS comme ça aussi. Il y a plusieurs filtres en fait dans tous les sens, et alors ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'il y a des moments où on voit les mutations des zombies, et en fait la pellicule, allez, le filtre sur la pellicule
enfin sur la pellicule, c'est pas de la pellicule du coup, mais le filtre sur l'image est accentué. Et donc il y a un petit peu une espèce de truc organique entre la technique et ce qui se passe dans le film. Ce qui est un effet en fait très rigolo et qu'on peut se permettre à mon avis que dans ce genre de film un peu allumé. Donc franchement c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Il y a aussi plein de... il y a des interruptions parodiques avec là peut-être je saurais plus citer le genre de choses qui se passent, mais il y a des passages censurés, des passages, des fausses bandes annonces, des trucs comme ça. Donc tout dans le 55e degré, il n'y a jamais rien de sérieux. Il y a même de l'autoparodie avec Tarantino, il est assez connu par les fans par exemple pour, pour être un fétichiste des pieds, voilà, disons-le clairement. Et il y a des plans comme ça, mais vraiment très très appuyés, vraiment en mode, ah, regardez, c'est comme Tarantino qui fait des trucs dégueulasses avec les pieds, quoi. Donc c'est le genre de truc qu'on peut trouver dans ce film-là aussi, quoi. Voilà, voilà, ben, ça vaut la peine, ça vaut la peine d'être vu, hein. Franchement, c'est rigolo. Même si ça plaira pas forcément à tout le monde et que je pense pas non plus que c'est du génie absolu, c'est juste très rigolo, quoi. J'ai vu aussi Saw 3. Je vais pas en parler très très longtemps. Il y a un petit. Enfin, dans tous les sauts, il y a des twists. Peut-être ce que je peux simplement dire sur ce film, c'est que moi j'ai particulièrement aimé le fait qu'on ait, à un moment donné. Attendez, je vais reprendre mes notes pour le. Ce sera encore plus simple. Qu'est-ce que j'avais noté que je voulais dire sur Saw 3? Donc, forcément, oui, on a un plot twist final qui est toujours présent, comme dans tous les sauts. Il est plus ou moins efficace ici. Donc il explore. Ouais, c'est vrai, ça c'est un truc intéressant à noter. C'est qu'en fait, dans les sauts précédents, il y a ce concept de piège, d'instruments de torture et tout qui est très présent. Mais en fait, dans l'iconographie de Saw, enfin l'iconographie qui est présentée de Saw, elle n'est pas encore extrêmement développée dans le un et le 2, quoi. C'est présent, c'est visible, mais c'est pas devenu vraiment encore un ressort à part entière. C'est juste ultra violent. Dans Saw 3, il y a déjà beaucoup plus de recherche à ce niveau-là. On sent qu'on s'adresse à un autre public aussi. On sent qu'on s'adresse à un public qui est plus en demande de ça, qui vient pour la série Saw et qui vient pas pour autre chose. Ce qui fait que c'est pas forcément une bonne chose, hein. C'est une bonne et une mauvaise chose à la fois. Euh, mais ce que j'aime assez bien, c'est que le film ici, il est assez jusqu'au boutiste dans son principe. C'est-à-dire que, en fait, Saw, c'est un peu cringe, hein, voilà, on va pas se mentir. C'est un personnage qui est en cancer phase terminale, là, et qui donne des leçons de morale pour apprendre la vie à des gens qui kidnappent et qui torturent jusqu'à la mort, avec un côté très edgy, Dark Sasuke, de vous appréciez pas vraiment la vie que vous avez, du coup vous faites des sales trucs et tout. Bon, voilà, voilà. Et ici, je trouve le film va hyper dans le premier degré, dans la sincérité par rapport à ça, au point où ça devient presque touchant en fait. Moi, je préfère, je l'ai déjà dit par le passé, je préfère des films qui assument très fort ce qu'ils font, plutôt que des films qui se moquent d'eux-mêmes en permanence, quoi. Et ici, ça va très très loin là-dedans, je trouve, et j'ai beaucoup aimé ça. Ce qui permet aussi de prendre un recul par rapport en fait à ce qui est montré dans Saw, c'est-à-dire que du coup, ben, le personnage, le méchant, donc Jigsaw, il est du coup présenté comme étant complètement excessif, complètement enfermé dans son obsession, et, euh, et ça enlève un petit peu le côté gênant de ah mais en fait c'est un tueur qui donne des leçons. Est-ce que le film valide ça ou pas? Non, on se concentre plus du tout là-dessus, on se concentre sur le personnage, sur son obsession, sur ce qui se passe à cause de ça, quoi. Et on se demande plus en fait où va en venir le film, quoi. C'est juste vraiment l'exploration de la mythologie de Saw, et je trouve ça sympa. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'en fait, dans ce saut-là, on a en fait deux personnages qui sont mis en parallèle. Donc, on a le personnage de Jigsaw qui donc fait ses tortures, et on a quelqu'un qui a été kidnappé par Jigsaw pour l'aider à survivre, qui est un médecin.
Et le but, c'est d'essayer de ralentir, d'alléger ses symptômes, etc. Et à un moment donné, elle va pratiquer une opération sur lui. Et, euh, et alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment présenté comme l'inverse de ce que fait Jigsaw, c'est-à-dire mettre en place des dispositifs pour tuer des gens. Elle met en place vraiment quelque chose pour le sauver lui. Et, et la scène devient presque plus angoissante parce qu'en fait, bah déjà, elle est prise en otage. Hein, c'est une scène qui est assez terrible. Et en fait, elle est forcée à pratiquer une opération extrêmement difficile. Hein, elle lui perfore le crâne, hein, concrètement. Voilà. Et ça fait des images qui, je trouve, sont plus violentes et encore plus chargées que simplement les images de personnes attachées qui subissent ces tortures, quoi. Parce qu'il y a une gravité en plus derrière. Et c'est étonnant, en fait, je trouve que, alors que le propos de Saw, c'est justement de montrer des gens qui souffrent, mais là, en fait, en montrant des gens qui essayent de moins souffrir, de plus vivre, la scène devient beaucoup plus chargée et on sent que c'est fait exprès, quoi. Donc je trouve qu'il y a de la recherche en fait, en réalité, dans cet épisode, même plus que dans le précédent où le réalisateur cherchait encore un petit peu ses marques, quoi. Voilà, voilà. Donc en vrai, malgré le fait que c'est pas. Enfin que voilà, c'est une recette qui a tendance à très vite s'épuiser, j'ai trouvé franchement ce saut trop intéressant. Alors, Mortal Kombat. Oui, je sais que tu aimes pas Alice Butterfly. Je sais que tu aimes pas les sauts. Bah voilà, c'est pas pour tout le monde et c'est pas grave, hein. Chacun son truc, hein. Ici, moi, j'essaye de mettre en valeur tout ce qu'on peut trouver d'intéressant dans. Le film qui est un film exactement, Mortal Kombat. Voilà, vous en avez sans doute beaucoup entendu parler par le JDG. Je pense que Karim Debache avait aussi fait une vidéo à l'époque dans Crost. Ouais, il avait fait une vidéo dans Crost. Euh, c'est un film réalisé par. Je pense que j'avais déjà parlé de ça. Par Paul W.S. Anderson. Attention, Paul W.S. Anderson n'est pas Paul Thomas Anderson. Paul W.S. Anderson n'est pas non plus Wes Anderson. Ouais, il y a de la ressemblance, hein, mais en fait, ce sont deux bons réalisateurs, enfin considérés comme bons réalisateurs, et Paul W.S. Anderson est plutôt considéré comme pas terrible. Donc il y a un petit peu il y a un petit peu un piège, on va dire. Pour autant, voilà, je pense qu'il faut pas non plus, je pense qu'il faut pas non plus jeter la pierre systématiquement. C'est un petit peu pas tomber dans des raisonnements simplistes. Que dire à propos de ce Mortal Kombat? Euh, je vais certainement pas défendre que c'est un bon film. La CGI notamment, c'est une honte, c'est un scandale. C'est calamiteux, c'est en dessous de tout. Et il n'y a vraiment pas de bonne raison pour, hein, vraiment pas. Donc se sent que à ce niveau-là, il y a des mauvaises intentions, quoi. L'intention de faire du fric facilement. Et alors, ce que je trouve terrible, ce que je trouve terrible, c'est que en fait, dans le principe du film, donc, c'est que, enfin, et comment dire, le principe de l'univers aussi de Mortal Kombat, c'est il y a un tournoi qui fait s'opposer les champions de différents mondes et enfin plutôt les champions de différents mondes face à un empereur et à ses sbires qui en fait a pour but de conquérir ces mondes. Donc si tu perds le tournoi, ton monde se fait conquérir, en gros. C'est un très gros résumé, c'est plus compliqué que ça en réalité, mais c'est l'idée générale. Et donc en fait, il y a des guerriers de la Terre qui ont été invités au Mortal Kombat pour défendre la Terre. Et en fait, tout autour d'eux, il y a plein de guerriers, donc de cet empereur, Shao Kahn, qui sont là et qui font figurant. Ce que je trouve intéressant à remarquer, c'est que les mecs qui ont été choisis pour être des figurants, c'est des baraques. Genre, c'est des mecs de 2 mètres, ils ont des muscles de malade, ils sont. Mais surtout, en fait, dans les scènes de combat où ils mettent en scène des figurants de ce type-là, en fait, on voit très très vite que ce sont des bons artistes martiaux.
en fait. Vraiment, vraiment des bons artistes martiaux. Et en fait, ils se retrouvent opposés à des personnages principaux et ils se font défoncer la gueule. Mais dans les personnages principaux, il y a par exemple des personnages, c'est des trucs en CGI, quoi, hein. Donc il y a des vieilles CGI dégueulasses, ou alors juste, il y en a aussi, ils balancent des boules d'énergie, genre des boules de glace ou des machins comme ça, et ils les défoncent, quoi. Et je trouve qu'il y a un truc qui tient vraiment de l'irrespect profond, en fait, dans le film, où on voit en fait vraiment allez, des gens qui sont experts dans ce qu'ils font, qui font bien leur travail et tout, qui se font défoncer. On dirait presque une allégorie volontaire en fait du film où on se moque en fait du bon travail pour dire de toute façon on peut chier dans la colle, c'est pas grave, ça va nous faire de la thune, on est là pour faire de la thune quoi. Et je sais pas s'il faut interpréter ça et je sais pas comment il faut interpréter ça. Mais ma réaction initiale, ça a vraiment été le choc et la tristesse. Je me dis merde, c'est dégueulasse, il y a des gens qui se donnent et vraiment, le film se fout de leur gueule et les envoie chier, quoi. C'est, c'est vraiment dégueulasse. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore sur ce film? Les décors sont en carton-pâte, c'est une honte. C'est vraiment. On dirait un film étudiant, quoi. Mais c'est un film hollywoodien, quoi, hein, rien à voir, hein. C'est même l'adaptation d'une grosse licence, quoi. Et je sais pas, on dirait vraiment. C'est aussi une adaptation de jeu vidéo qui est pas récente, hein. Si je me trompe pas, il date de 95, c'est possible, quelque chose comme ça. Et, euh, et à l'époque, il y avait encore pas beaucoup de respect pour le médium, hein. Mais c'est quand même compliqué, quoi. Honnêtement, c'est quand même difficile. Je vérifie la date. Ouais, 95, c'est ça, c'est ça. Je vais pas montrer d'image, de toute façon, il y a plein de choses qui ont été dites sur ce film. Mais c'est bizarre. Ça vaut presque la peine de le regarder pour essayer de le comprendre, quoi. Donc, ça, pour moi, c'est un mauvais film. C'est un mauvais film pas parce qu'il rate ce qu'il fait, mais parce qu'il est clairement fait avec des mauvaises intentions, voire avec un mépris pour le spectateur et pour même les gens qui travaillent dedans. Mais c'est une curiosité, quoi. C'est une curiosité qui peut valoir la peine d'être vue aussi, quoi. Ce qui m'amène à parler rapidement, parce que c'est un film qui m'a pas beaucoup marqué, de Event Horizon, qui est un autre film de Paul W.S. Anderson, qui est souvent considéré comme un de ses meilleurs films, si pas le meilleur. En gros, c'est un film qui parle d'un d'un gars qui réquisitionne, c'est dans le futur, hein, c'est de la SF, hein, qui réquisitionne un vaisseau, donc c'est la Terre, hein, toujours, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, qui réquisitionne un vaisseau spatial officiel et son équipage pour partir à la recherche d'un vaisseau qui s'appelle le Event Horizon, qui aurait été aperçu. Le problème, c'est que le Event Horizon, il a disparu depuis je sais plus combien de temps, genre 10 ans ou plus, quelque chose comme ça, et on n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Et donc, en fait, il a été aperçu, et le gars qui réquisitionne ce vaisseau, ben, il oblige ces gens-là à aller chercher l'Event Horizon. Et alors, je vais pas trop développer pour ne pas trop gâcher non plus le principe, mais en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a un truc qui est pas net, quoi. Apparemment, l'Event Horizon, c'était un vaisseau scientifique qui servait à faire des expérimentations, notamment sur, si je me trompe pas, le déplacement à grande vitesse. Donc l'idée de faire des portails pour relier deux points de l'espace rapidement. Et en fait, apparemment, en faisant ça, ils ont été là où ils ne devaient pas aller, dans un genre de dimension parallèle qui est très fortement assimilé à l'enfer. Et donc il y a quelque chose qui en est sorti et qui en est venu, quoi. Ça, c'est un peu le principe. Et c'est un thriller, même plus qu'un thriller, c'est un peu un film d'horreur SF qui fonctionne. Moi, je l'ai trouvé un peu poussif, j'avoue. Et je l'ai pas trouvé si original que ça. C'est pas le premier film qui reprend un principe plus ou moins similaire. C'est pas non plus le dernier. Mais, je sais pas, peut-être que c'est un film qui donne à voir une autre face du réalisateur.
et une forme de sincérité aussi, parce que pour le coup, c'est pas un film à licence, alors qu'il est habitué à en faire beaucoup. Et il va quand même vers ce genre d'univers, quoi, vers un univers très genre, très SF, très tout ça. Donc, je sais pas, ça permet un petit peu de mettre en perspective son cinéma, quoi. Mais personnellement, il m'a pas énormément marqué. Je vais parler rapidement des deux derniers films aussi, parce que c'est pas mes films préférés là-dedans non plus. Donc, Haute Tension, c'est un. Voilà, il est surtout connu pour être un film français, un slasher français, pour ne pas dire le slasher français avec beaucoup de guillemets. C'est un film d'Alexandre Aja qui a été conçu pour être vraiment représentatif du genre slasher, mais pour la France. Et du coup, le scénario, c'est du slasher pur et dur, donc il tient à rien, quoi. En gros, c'est deux filles qui vont passer, deux adolescentes qui vont passer des vacances dans une maison qui appartient à la famille de l'une d'entre elles. Et alors, il y a un gars qui sort plus ou moins de nulle part, qui commence à tuer tout le monde. Et donc, elles vont essayer de s'enfuir, elles vont essayer de survivre et tout. Et effectivement, comme le titre l'indique, il y a des scènes de très très haute tension. Et une grosse partie du film se passe d'ailleurs en course-poursuite, pour ne pas dire quasiment tout le film. Et notamment, il y a un des deux personnages qui passe tout son temps ligoté et bâillonné, en tout cas une grosse partie, pendant que le tueur commet des atrocités. Et il y a un plot twist final que je vais pas révéler parce que c'est un des intérêts majeurs du film, donc voilà. C'est un film plutôt sympa, mais honnêtement, si on retire voilà, si on retire la spécificité d'être un des rares slashers français, pour ne pas dire le seul en tout cas que je connaisse, il reste plus grand chose. Il est de bonne facture, hein, je veux dire, voilà, c'est un film de très bonne facture. Comme je dis, toutes les scènes, notamment de poursuite, sont très très tendues. Mais c'est un film, j'ai l'impression, qui essaye trop de rester dans les clous du slasher, de dire voilà, regardez, nous aussi on sait en faire, que finalement ça devient trop formulaïque. Et moi, ça m'a gêné un petit peu. Après, ça se regarde, hein, franchement, si vous cherchez un slasher, un bon slasher, faut le regarder, quoi, faut le voir une fois, sans problème. Mais pour moi, c'est pas un truc qui m'a marqué définitivement, comme d'autres ont pu le faire, quoi. Je veux dire, il y a par exemple Halloween qui a redéfini le genre, par exemple, oui, ça c'est un film qui est très marquant, quoi. Même, même Freddy, Les Griffes de la Nuit, par exemple, ou d'autres films comme ça. Il y a des films comme ça qui sont vraiment marquants. Mais bon, pour autant, voilà, ça se regarde très très bien, quoi. Et alors, le dernier, Cobra Woman, qui, si je me souviens bien, est un film de John Sturges. Mais j'avais oublié de. Je ne me souviens plus. De nouveau, ça fait très longtemps que j'ai vu les films, hein, c'est un peu le problème. Non, pardon, c'est Robert Siodmak. Alors, comment définir ce film? Je vais prendre le résumé que j'ai ici devant moi, hein. Un conteur se lance dans l'histoire étrange de l'île de Cobra. Alors qu'elle s'apprête à célébrer ses noces avec Ramu, une belle indigène, Toléa, est enlevée par un esclave muet, dépêché depuis l'île de Cobra par une grande prêtresse sanguinaire, Naja. Naja est par ailleurs la sœur jumelle de Toléa. Ramu ne se le tient pas pour dit. En compagnie du jeune Kado, c'est son vrai nom, et d'un chimpanzé, il s'embarque pour l'île maléfique avant que sa cruelle grande prêtresse n'ait jeté Toléa dans le volcan où ont déjà péri tant de victimes. Alors c'est un film qui est... C'est un film, voilà, c'est un film. Je sais pas si ça vaut la peine de beaucoup plus... Enfin, de continuer. Je pense que c'est déjà pas mal... c'est déjà une très bonne illustration, je pense, de ce film. Donc, que dire d'autre? Le film tourne énormément autour de l'actrice ici, Maria Montes, et de sa plastique, hein, il faut le dire. Et notamment, le film est notamment connu pour ses danses de cobra, voilà, ces danses exotiques. Il y a deux scènes, je pense. Voilà, c'est pas non plus
c'est pas pornographique, mais on sent que c'est un intérêt très appuyé du film. Il y a des scènes qui sont d'une tristesse profonde. Mais alors, genre, la première scène où on voit la grande prêtresse, en fait, on la voit arriver en cortège. Et c'est vraiment, elle est filmée dans un plan qui est allez, très très littéral, très très peu travaillé. Juste, on la voit passer avec son cortège, comme ça, dans une plaine qui ressemble à n'importe quel complexe hôtelier des Caraïbes, tout ça. Euh, on ne croit pas un seul instant être dans un autre univers, alors qu'il est censé y avoir un côté un peu merveilleux. On le ressent pas du tout, et c'est d'une tristesse. Et alors, ce qui est bon à dire, c'est aussi l'acteur qu'on voit ici derrière. C'est le seul acteur qui n'est pas occidental. C'est-à-dire que Maria Montez, bon, elle est hispanique. John Hall, il joue l'amoureux de ce personnage-là, de la famille ici. Et en fait, bon voilà, sont très très occidentaux. Et Sabu, donc, c'est le seul qui, qui est vraiment des contrées dont il est censé venir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sous-entendu très très fort que c'est un monde inspiré par, par l'Inde, notamment dans les codes visuels et tout. C'est le seul qui a vraiment la nationalité. Il est d'ailleurs très très baraqué. C'est assez impressionnant. Mais en fait, il passe son temps allez, le boy, quoi. Genre, il est là pour. Tout le monde est toujours là pour le tourner en ridicule et tout. Et ils sont en mode, oh là là, t'es pas malin, machin. Il a encore fait une bêtise et tout. Et là, oh là là, monsieur, pardon, monsieur. Enfin, bref, c'est très 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 gênant. C'est un film de 1944, on a l'impression que c'est un film 20 ans plus ancien. Et alors, il y a aussi, oui, ce terrible singe, ce pauvre singe qui, euh, qui joue le comic relief. Et donc, ça, c'est vraiment en mode Tarzan, quoi. C'est le. C'est. Merde, je sais plus comment s'appelle le singe en Tarzan, bon, bref, vous avez compris l'idée. On a ce singe, et alors il se dit, Cheetah, voilà, c'est Cheetah. Tu as encore fait une bêtise. Et alors, elle a un lange, et alors ils lui font faire des mimiques et des machins, avec la main devant les yeux, enfin des trucs de singe, quoi. Et c'est juste très très gênant. Et le film n'a rien. Si au moins le film avait quelque chose d'intéressant, je veux dire, une idée, une originalité, quelque chose, il a rien. Il a vraiment rien. C'est terrible. Le scénario est calamiteux, la photographie est plan-plan, le, le- les thèmes sont cringe. Il y a rien. Il y a vraiment rien. C'est aussi. c'est c'est bizarre de terminer par ce genre de film. Mais voilà, j'arrive à trouver des trucs intéressants, y compris chez Paul W. S. Anderson. Mais là, par contre, ce Cobra Woman, c'est clairement un film d'exploitation, sans aucune autre idée derrière, sans aucune autre espérance derrière. Et voilà quoi. C'est peut-être le seul film que dans la liste où je pourrais dire ça n'a pas vraiment d'intérêt de le voir, quoi. Petite note peut-être sur Sabu aussi, euh, qui est un acteur qui a eu une grosse carrière, hein, mais il a été justement le sujet de beaucoup de fantasmes sur son origine. Notamment, c'est lui il a le rôle éponyme dans le film Le Narcisse Noir. Voilà, je veux pas, pense qu'il faut pas le développer beaucoup plus que ça. Et voilà, voilà, voilà. Donc c'est un film qui concentre le pire de son époque, très nettement, et pas beaucoup du meilleur. C'est un petit peu la fin de mon tour d'horizon. Et donc, voilà, mes films du mois de février, j'y suis arrivé à bout. Je suis désolé, ça a été un petit peu poussif aujourd'hui comme la fois passée.
Parce qu'en fait, ça fait longtemps que je les ai vus, les films. Parce que ça a été un mois compliqué. Mais je tenais quand même à le faire pour continuer un petit peu sur ma lancée et pour améliorer aussi un petit peu le format. Déjà comme ça me fait réfléchir à pas mal de nouvelles idées. Et donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore faire? Je pourrais sélectionner mes films préférés dans le tas. Et peut-être vous demander dans le chat, tant que vous êtes notamment à Lise, que je vois qui est toujours là, les films qui t'ont paru le plus intéressants dans ceux dont j'ai parlé. Alors, je vais faire ma petite sélection aussi. Je vais mettre celui-là, certainement. Je vais pas prendre les deux, comme ça on fait un peu de variété quand même. Alors, pendant que tu réfléchis, moi je fais de mon côté aussi. Euh, Je vois que tu écris, je continue de mon côté, donc si t'as d'autres idées, n'hésite pas à les mettre, hein. Je commenterai après. Euh, ouais, éventuellement. Euh, je vais pas mettre les deux VHS, je vais en mettre qu'un. Et alors je pense que je vais quand même prendre ça et ça. Bullet Train, bah, franchement c'est fun. Ça vaut la peine de le voir dans une soirée pas prise de tête. Franchement. Voilà, moi j'ai fait ma sélection. Alors, The Meaning of Life, oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je l'ai mis aussi dans ma liste, hein. Il est très très. Si tu veux, je vais remettre les autres aussi, au cas où il y a des choses sur lesquelles t'es pas d'accord avec moi. Bah, donc The Meaning of Life, moi je suis franchement d'accord avec toi. C'est un très très beau film. Moi j'adore. Je suis vraiment très très fan. C'est un film qui m'avait beaucoup marqué la première fois. Et la deuxième fois, ça a pas manqué non plus. Euh, Ah oui, non, pas de souci, hein, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais ouais, ouais, mais je comprends. Donc tu avais parlé de Showgirls. Ouais. Tu as dit, je sais pas si je le regarde. Oui, non, t'inquiète, je vois très bien la différence, il n'y a pas de souci. Showgirls, ouais, franchement, je te conseille. Je sais que je comprends tes craintes parce que je sais le genre de crainte qu'on peut avoir vis-à-vis de ce film. Mais franchement, ça vaut la peine de dépasser ça. Si jamais tu oses, ça peut vraiment valoir la peine. Bullet Train, il est très fun, franchement. Ça se regarde sans problème. Nashville, c'est le seul qui est pas dans ceux que j'ai sélectionné, mais c'est uniquement pour faire des choix, hein, parce que j'aurais pu l'inclure aussi. Nashville, c'est très chouette. C'est un peu long. C'est un peu long, honnêtement. Mais c'est un très beau film, franchement. Et alors, tu as dit au moins un Bruce Lee. Bah, franchement, les deux que j'ai vus ce mois-ci, enfin le mois passé, que ce soit Big Boss ou La Fureur de Vaincre, ils sont très très bien. Ça vaut largement la peine de les voir. Euh, et alors, s'il faut en choisir un entre les deux, c'est La Fureur de Vaincre. Il est complètement dingue, hein. C'est un film avec des. Il y a quelques-unes des scènes de combat les plus dingues du cinéma, en fait, tout simplement. Que ce soit au niveau de la façon elles sont mises en scène ou la façon dont elles sont chorégraphiées aussi. C'est très très impressionnant, c'est un très beau film. Et voilà quoi. Moi, en plus de ça, ce que j'ai sélectionné aussi, c'est Invisible Man parce que franchement, j'aime bien l'idée, j'aime bien le fait de prendre des risques et de créer un univers comme ça. Et je trouve que son univers est intéressant. Showgirls, on en a déjà parlé. J'ai vraiment, vraiment, ça c'est mon gros coup de cœur du mois.
C'est mon gros coup de cœur du mois, surtout que je trouve qu'il est très injustement traité. Je trouve que c'est un film très sincère et qui parle de sujets très importants, en fait. Et il le fait d'une façon pertinente et très nuancée, et avec énormément de maîtrise cinématographique. Et ça m'attriste vraiment profondément qu'il soit pas reconnu. Après, je dis il est pas reconnu, mais c'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, aujourd'hui, il est beaucoup plus reconnu qu'avant. Il y a un mouvement de contre-culture autour du film avec beaucoup de gens qui vont à sa défense. Il y a même un documentaire qui a été fait qui s'appelle, d'ailleurs, je pense, à la défense de Showgirls, je pense, quelque chose comme ça. Et, euh, et franchement, ça vaut la peine, quoi. C'est hallucinant. Voilà. Les vacances de Monsieur Hulot, c'est un grand classique du cinéma français. Et franchement, c'est très léger, c'est très sympa à voir. Et on voit les bases aussi que ça a posées pour la suite. VHS, moi, il n'y a rien à faire, je suis vraiment très très fan du concept. Ça me fait juste très plaisir de voir ce genre de sphère de liberté se développer. Ça peut donner évidemment naissance au pire, mais aussi au meilleur. Hit, c'est un très grand classique, même en n'étant pas fan de l'univers gangster et tout. C'est un Michael Mann très très sûr, avec aussi bien une maîtrise dans les scènes d'action qu'un propos pertinent et très bien travaillé et amené. Memento, c'est un des plus. Même si voilà, j'ai des réserves, c'est un des plus maîtrisés de Nolan. C'est aussi un des plus intéressants et des plus sincères dans sa démarche. Parce que moi, par exemple, je sais plus si j'en ai déjà parlé, je pense que je devrais en parler le mois prochain, mais j'ai vu récemment Interstellar. Oh là là, c'est. Interstellar, c'est une arnaque, hein, ce film. Je suis désolé, je sais que je vais me faire taper dessus en disant ça, mais c'est une arnaque, hein. C'est pas un film. C'est c'est d'une. Enfin bref, on en parlera à ce moment-là. Mais voilà. Mais Memento, pour moi, avec Le Prestige, ce sont les Nolan qui sont les plus intéressants, en vrai. Il y a The Dark Knight aussi, hein, très très bien, évidemment. Et j'ai bien aimé Tenet parce que c'est très assumé aussi dans la démarche. Saut 3, parce que je trouve qu'il y a, malgré le fait qu'on est au troisième épisode d'une série de films avec une idée très très simple, je trouve que c'est celui qui va le plus qui va le plus loin dans le concept et qui est le plus jusqu'au boutiste dedans, avec une sincérité qui est efficace. Bullet Train on a parlé. John Wick 2, c'est une valeur. En vrai, les John Wick, il y a un côté très aseptisé qui est pas ce que je préfère, mais ça se regarde quoi. C'est un spectacle qui se regarde, franchement. Moi, je préfère. C'est marrant parce que John Wick 2, il y a vraiment deux écoles. Il y a Bolshevik qui en a parlé et qui en a vraiment fait une interprétation symbolique et thématique qui se défend tout à fait, à laquelle je souscris entièrement. Et il y a aussi la critique, ou plutôt le commentaire que moi j'ai vu de Le Coin du Bis, qui est un youtubeur que je recommande beaucoup. Je le trouve très très chouette. Qui lui a été très très déçu par John Wick 2 et par John Wick de manière générale. Il trouve que c'est pas des bons films parce que justement il est très. Il aime pas cette culture de l'action avec un côté très aseptisé, très très chorégraphié à l'extrême, au point où en fait il y a il y a plus rien en fait dans ces films-là. Je veux dire, le principe du film, c'est que le mec il est tellement prédateur, il est tellement au-dessus de tout que à aucun instant il y a pas de gravité dans ces gunfights quoi. C'est juste une danse quoi. Et donc lui, il comparait notamment avec les scènes d'action des films de John Woo qui sont beaucoup plus incarnées, beaucoup plus violentes, beaucoup plus dures. Euh, voilà, ces deux écoles. Mais ça en fait un film qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça en fait des films qui sont très radicaux quoi. Ils ont leur idée, ils ont leur vision, ils ont leur truc. Et je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. En tout cas, moi dans les commentaires que j'en ai vus et que j'en ai lus, il y a quand même chez les gens qui aiment pas, des raisons, quoi. C'est pas, ah, c'est nul, ça me plaît pas à cause de ça, de ça, quoi. Et alors, Planète Terror, c'est un grand classique du cinéma méta, qui est peut-être même, on pourrait presque dire que c'est un des précurseurs de l'époque actuelle,
qui est très dans le méta pur et dur, avec tous les Marvel qui sont dans la citation et la recitation et la référence sur référence sur référence sur référence, quoi. Voilà, voilà. Et ben, et ben, ça va, j'ai pas été trop trop long sur ce coup-ci. Qu'est-ce que je peux rajouter? Euh, Bon, je pense qu'on peut en rester là. Je réitère mon invitation, enfin mon invitation, c'est pas moi qui organise du tout, hein, mais ma suggestion par rapport au BIF. C'est un chouette festival et franchement, si vous y allez, n'hésitez pas à me faire signe, on peut s'y rencontrer. Euh, J'hésitais presque à faire un petit. Mais ça, je pourrais faire un autre jour, peut-être, ça pourrait être sympa. Faire une petite review du programme à un moment donné pour regarder et pour dire les films auxquels je vais sans doute assister. Mais ça, il faut peut-être que je, je décide définitivement des films que je vais aller voir. Mais, euh, mais voilà quoi. Donc c'est du 11 au 23 avril. Et, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, bah, soit je lance un petit jeu, mais je pense que c'est peut-être pas, on va peut-être pas faire ça. Je pense que je vais peut-être plutôt arrêter le stream maintenant. Et, euh, et je vous remercie de un planning, un planning des prochains streams. En tout cas, je vais couper l'enregistrement du stream. Je laisse le stream en route, hein, c'est pas ça, mais je coupe l'enregistrement parce qu'on a fini sur les films. Donc, ça sert pas à grand chose de rajouter de l'enregistrement derrière. Donc, attends, je vais couper.